Oui, déjà vous rappeler bonsoir, enfin bonjour à tous. Vous rappeler peut-être un peu l'origine de ce musée. En effet, vous aurez quelques visuels qui vont tourner pour vous montrer à quoi ressemble le musée pour ceux qui ne l'auraient éventuellement pas encore Oui, visité. parce que je précise, c'est le musée de la Grande Guerre. C'est Alors le musée c'est de la vrai Grande Guerre, qu'on oui. ne situe pas forcément Meaux et la Grande Guerre. Alors pourquoi Exactement. avoir fait Alors le musée de la pourquoi, Grande Guerre à Meaux? en effet. Donc Meaux, Seine-et-Marne, Nord Seine-et-Marne, 50 km de Paris à partir, pour vous situer en train à partir de la gare de l'Est. Et c'est le lieu en fait de la première bataille de la Marne en septembre 1914. C'est-à-dire que c'est le point où le front est venu au plus proche de Paris. Et en fait, donc sur le territoire de la communauté d'agglomération de Meaux, on a encore des villages, Barcy, Chambry, Choconin, où il y a des traces visibles encore de cette bataille. Et on a notamment, c'est au cours de cette bataille en septembre 14 qu'est tombé le poète Charles Péguy. Donc Charles Péguy est enterré sur ce territoire et il y a un petit monument qui lui est dédié. Et en fait, en 2005, la collectivité a eu l'occasion de pouvoir acquérir une collection privée qui appartenait à une seule personne, Jean-Pierre Vernet, que vous connaissez peut-être de nom, qui est le collaborateur pour ceux qui connaissent les BD de Jacques Tardy, c'est son collaborateur depuis une trentaine d'années, voilà. Et Jean-Pierre avait amassé pendant 45 ans une collection de 50 000 pièces et documents. Et donc la collectivité l'a acheté et a décidé de construire à Meaux ce musée sur la Première Guerre mondiale, puisqu'en fait en Île-de-France, mis à part le musée de l'armée bien évidemment, il n'y avait pas de lieu réellement qui traitait de cette thématique. Et surtout, en effet, pour l'imaginaire du grand public, la Grande Guerre, c'est plutôt dans l'est de la France. On a un peu oublié que le front est venu voilà, jusqu'aux portes de Paris. Donc le musée est aussi là pour rappeler cet événement. Et donc on déploie sur 3000 m² d'exposition permanente. On a un musée généraliste sur la Première Guerre mondiale où on aborde toutes les thématiques de 14 à 18. On se définit vraiment comme un musée d'histoire et de société, donc on n'est pas du tout un musée militaire. Et donc on montre qu'en 4 ans, en fait, on passe du 19e au 20e siècle et que ça bouleverse complètement les sociétés. Voilà. Et cette collection, donc, elle est unique a priori en Europe, mais qu'est-ce qui fait sa spécificité justement? Alors sa spécificité, je pense que c'est sa diversité, le nombre important de pièces, puisqu'on a à peu près sur 20 000 objets, 30 000 documents d'archives, archives, plaques de verre, photographies, journaux. Et je pense qu'on a notamment aussi en spécificité la collection textile. C'est-à-dire qu'on présente un peu plus de 150 bustes et uniformes complets, notamment un espace complètement dédié à la mondialisation du conflit, où on a des uniformes de tous les pays belligérants. Alors, on est ici au Salon mondial du tourisme. Eh bien, au musée, on a des uniformes japonais, serbes, russes, néo-zélandais, australiens. Enfin voilà, on a toutes les nations belligérantes. On est autour de 33 nations belligérantes au cours de ce conflit. Et donc ça, c'est vraiment un des points forts de la collection. L'autre point fort, il y avait tout à l'heure juste avant moi la collègue du musée de la Marine, c'est qu'on a des dépôts aussi d'autres institutions. C'est-à-dire qu'on a la collection d'uniformes, de vie du quotidien, d'objets du quotidien, mais on a aussi le dépôt de grosses pièces, du gros matériel, ce qu'on appelle. Donc par exemple, le musée de la Marine nous a mis en dépôt de très grandes maquettes de 4-5 mètres de long de bateaux de la Grande Guerre. Le musée du Bourget, le musée de l'aviation, nous a mis 2 avions en dépôt. On a 3 camions, il y a un char, il y a un taxi de la Marne, il y a des grosses pièces d'artillerie du musée des Invalides. Et du coup, c'est vrai que je pense que... Char Renault? Un char Renault, Ouais. oui, un FT17, un petit char Renault, enfin un petit, il fait quand même 5 tonnes. Et en fait, je pense que s'il fallait nous résumer en une fois, c'est que sous le même toit, vous voyez tout ce qu'on voit d'habitude de manière dispersée sur la Grande Guerre. Et donc on a une vision comme ça un petit peu généraliste du conflit en faisant la visite qui en moyenne de 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir.
D'autant qu'à partir de l'année prochaine, on sera parti pour 4 années très fortes de commémoration où, comme vous le disiez si justement, plus de 30 nations représentées. C'est aussi beaucoup de personnes qui vont probablement faire un tourisme de mémoire, elles aussi, de partout dans le monde. Donc j'imagine qu'il y a une volonté de s'ouvrir au plus grand nombre. Comment vous faites de manière pratique? Alors de manière pratique, on fait un travail de mise en tourisme, bien évidemment, pour essayer d'approcher tout ce qui est tour opérateur. Notamment, on a des contacts avec des tours opérateurs britanniques. Le monde anglo-saxon est beaucoup plus... pour le monde anglo-saxon, la notion de tourisme de mémoire est très importante. Et on sait, nous, nos visiteurs étrangers, depuis l'ouverture du musée, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le musée est très récent puisqu'il a ouvert le 11 novembre 2011. Donc sur l'année 2012, déjà c'est les Américains et les Britanniques qui sont nos visiteurs étrangers les plus importants. Donc on sait que ce monde anglo-saxon est friand de ce tourisme de mémoire. Donc on travaille vers ces cibles-là. On travaille donc par les actions vers les opérateurs touristiques. Ça, c'est nos collègues de l'Office de tourisme qui le font. On a aussi, nous, des actions, on travaille auprès des ambassades pour faire venir les ambassadeurs au musée, les convaincre de l'intérêt de la chose et surtout de travailler avec eux après pour faire venir les délégations qui peuvent venir dans leurs ambassades et leur montrer qu'on peut parler de leur pays dans un musée sur la Première Guerre mondiale. Et puis, bien évidemment, c'est aussi tout le travail en réseau que l'on fait avec nos autres collègues de sites ou de musées 14-18. Nous, on a la chance d'être très bien placés en Île-de-France. Le musée de la Grande Guerre, à Meaux, c'est un peu une porte d'entrée sur ce grand nord-est de français de sites de mémoire. Et c'est vraiment comme ça qu'on se positionne. Et du coup, nous, les visiteurs viennent chez nous. Ils ont une vision un petit peu généraliste du conflit. Enfin, pas un petit peu, ils ont une vision généraliste du conflit. Et après, nous, on leur dit allez à Péronne, allez à Arras, allez à Verdun, allez au Chemin des Dames. Voilà, c'est vraiment notre rôle. Monter jusqu'à Ypres en Belgique, qui est un partenaire du musée. On travaille avec l'Imperial War Museum à Londres, avec le Deutsches Historisches Museum à Berlin. Donc voilà, cette notion de réseau, elle est vraiment importante. Et en effet, je pense que dans la perspective du centenaire, la stratégie va être justement déjà qu'on se coordonne entre tous ces sites, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas tous la même exposition sur les gaz dans la Grande Guerre, voilà, mais qu'on soit complémentaires les uns des autres. Et on a tous à gagner à se renvoyer nos clientèles, nos visiteurs, d'un site à l'autre, parce qu'on peut être sensible à la muséographie du musée de Meaux et moins sensible à celle de Péronne ou inversement. Et je pense que nos visiteurs, même si nous on a des collections qu'ils ne voient pas ailleurs, moi j'invite tout le monde à aller expérimenter le terrain de Verdun et se confronter au paysage de Verdun. C'est tout à fait fort et c'est tout à fait complémentaire de ce que nous on peut proposer. Enfin, je pense que c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on va raisonner le centenaire. Et effectivement, quand on se retrouve face à la tranchée des baïonnettes ou qu'on a l'occasion de regarder ne serait-ce que le fort de Douaumont où on peut voir les conditions de vie des troupes, ou de regarder certains territoires comme ça complètement déformés par les obus, par les percées, par tout ça, ça donne un aperçu de ce que les gens qui se battaient pour la France. Donc justement, dans le paysage, on a les conséquences de ce conflit. Ouais. Et au musée, vous voyez justement les obus et on explique pourquoi ça fait tant de dégâts et quelles sont les conséquences sur les blessures et quelles sont... Enfin voilà. Donc c'est tout à fait complémentaire. Voilà. Les répercussions que ça a eu, ne serait-ce que pour le monde agricole qui, pendant des années, ne pouvait pas forcément travailler parce qu'il y avait toujours des risques d'obus. Et donc l'alimentation, enfin voilà, ça a eu des implications qui ont duré pendant, jusqu'à il y a encore finalement assez peu de temps. Bien sûr, et aujourd'hui encore, on trouve l'archéologie de la Grande Guerre, c'est une réalité. On a encore aujourd'hui des accidents avec la sécurité civile parce qu'on trouve encore des obus en effet dans des champs. On trouve encore énormément. On estime à peu près 600 000 corps qui n'ont pas été retrouvés. Donc vous imaginez, pendant encore des années, on va avoir l'occasion de retrouver encore des corps de soldats, qu'ils soient français, allemands, britanniques. Il y a des façons de visiter, j'imagine que vous connaissez très bien, notamment pour avoir un bon regard sur la guerre, il y a un tel que l'œil du tigre. Et effectivement, il y a le chemin de Clémenceau, sur une partie de l'Est de la France aussi, qui permet de voir un peu comment était observée la guerre aussi de ce côté-là. Bien sûr, non, mais il y a plein de pistes possibles. Et puis tout ce qui est aussi nouvelles technologies, applications smartphone, ça c'est aussi une réflexion que nous avons pour inciter à faire des parcours de mémoire et à pouvoir aller se rendre d'un site à l'autre, d'avoir des images d'archives sur son smartphone quand on est face à un paysage et qu'on veut comprendre ce qui s'est passé. Enfin, il y a toute une possibilité technique aujourd'hui qu'il convient à des sites comme les nôtres de développer, quoi.
Pour clore, le prochain événement phare du musée de Meaux? Alors le prochain événement phare, ça va être notre vie aujourd'hui, cette année, en 2013, avec une exposition à partir du mois de mai sur un artiste combattant qui s'appelle Xavier Josso, dont la famille nous fait le don de 400 dessins. Une exposition en fin d'année sur les jouets dans la Grande Guerre au mois de novembre. Et surtout en 2014, là pour entrer dans le vif du sujet du centenaire, une exposition qui durera de juillet à décembre sur les Britanniques qui entrent en guerre. C'est-à-dire qu'on est habitué, j'en dis juste deux mots, on est habitué à ce que les Britanniques, à parler des Britanniques à partir de 1916, la bataille de la Somme. On a juste un peu tendance à oublier qu'ils sont présents dès le début de la guerre et qui sont notamment présents à la première bataille de la Marne. Et donc c'est pour ça qu'on veut faire une exposition en partenariat avec l'Imperial War Museum sur l'entrée en guerre des Britanniques. Voilà. Donc ça sera notre grande exposition de 2014. Et voilà. Normalement, à cette époque de l'année, je crois qu'en 4e, on doit entamer le Grand Môle. Donc ce sera parfait pour finir. Exactement. Et plus d'informations sur notre site internet www.museedelagrandeguerre.eu. Voilà. Fournier qui est décédé en 17, je crois. Oui, dont on a retrouvé le corps il y a une dizaine d'années. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une belle journée. Merci.